Les amis, avant que cette vidéo commence, j'aimerais simplement vous souhaiter une bonne année 2025. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. J'espère que vous aurez le courage d'entreprendre et ce que vous aurez envie d'entreprendre se réalisera. Je vous souhaite de trouver le bonheur pour ceux qui l'ont pas encore et la force de surmonter les épreuves qui viendront. Et je vous souhaite aussi évidemment de kiffer cette année 2025. Et ça me fait très plaisir de pouvoir dire que cette année 2025, elle commence aussi pour moi avec vous. Et pour commencer l'année en beauté, c'est vrai qu'il y a un format que vous appréciez particulièrement qui est le format des icebergs. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un format iceberg, vous êtes encore 5 je crois. Le format iceberg c'est plutôt simple, en gros on va traiter un sujet qui est plutôt volumineux et on va classer tout ce qui le concerne du moins pire au pire et on va commencer du coup du haut de l'iceberg vers le bas de l'iceberg et plus on descendra, plus ce sera pire. Aujourd'hui on va parler des pires méthodes d'exécution et de torture. Vous allez voir que l'iceberg a été divisé en 5 parties et chaque partie devenant de pire en pire jusqu'à arriver au tréfonds des pires méthodes d'exécution. Vous allez voir que pour chaque méthode je vais vous donner la façon dont c'était utilisé, mais je vais aussi vous expliquer un peu comment on en arrive à torturer quelqu'un de cette manière, ce que ça peut vous provoquer physiquement et la raison pour laquelle on torturait ou on exécutait de telle ou telle manière. Comme je le disais, l'iceberg il est divisé en 5 parties. La première partie elle est beaucoup plus psychologique, donc c'est des tortures qui vont se passer ici et qui ne provoquent habituellement pas la mort. Ensuite on a la partie qui peut provoquer la mort, qui peut fortement provoquer la mort, qui provoquera la mort à coup sûr, et la dernière catégorie qui est simplement machiavélique. Et oui, clairement, vous allez voir, mais ça porte très bien son nom. Les amis, je pense que vous vous en doutez, mais ça va être un des icebergs les plus glauques et les plus trash. S'il y a des âmes sensibles dans le coin, vous savez déjà quoi faire. Voilà, ça fait 3 ans qu'on est là-dessus, ça fait 3 ans que je vous dis de faire gaffe, au bout d'un moment, voilà. Les amis, on va passer à la première catégorie, qui est la catégorie psychologique et qui ne provoque habituellement pas la mort. Et cette catégorie, elle s'ouvre avec la torture de la White Room. Les amis, la première torture dont on va parler dans cette vidéo est celle que je ressens actuellement, c'est la torture de ne pas vous avoir parlé plus tôt du sponsor de cette vidéo, MyHeritage. En vrai, c'est pas mal. MyHeritage est un service en ligne qui vous permet de créer votre propre arbre généalogique grâce à plus de 20 milliards de documents mis à disposition. J'ai calculé, ça fait 2,5 documents par personne sur Terre. Ça fait beaucoup. Il y a aussi 90 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui vous permet non seulement de retrouver des informations pertinentes sur votre famille et vos ancêtres, mais aussi de retrouver des gens sur MyHeritage que vous avez peut-être pas vu depuis des années, voire que vous ne saviez même pas qui était votre famille. En plus, je pense que vous pouvez même leur envoyer un POC. Elle fait mal celle-là. Ils mettent à disposition plein de documents comme des avis de décès, des avis de naissance, des avis de mariage, mais aussi des documents de mairie ou militaire, ce qui vous permet de découvrir des choses fascinantes sur votre arbre généalogique. Pour ma part, j'ai découvert une autre manière assez intéressante de l'utiliser directement dans mon métier. En fait, pour faire une vidéo, comme par exemple sur Jeffrey Dahmer, j'ai juste à aller chercher son nom sur MyHeritage et je peux retrouver des documents de dingue comme des archives de quand il était bébé, des photos qui vont beaucoup me servir pour illustrer mes vidéos et même de vrais documents de son arrestation. Bref, des trucs qui sont assez compliqués, voire impossibles à trouver en vrai et qui sont ultra pertinents pour la vidéo. Du coup, pour tous ceux qui sont créateurs de contenu, qui ont un métier qui demande de faire de la recherche historique, même juste pour les curieux d'histoire ou de trucs un peu plus morbides comme les tueurs en série, en fait MyHeritage, grâce à sa base de données, c'est un gain de temps monumental et vous trouvez des pépites que vous trouverez pas ailleurs. Si toi ou quelqu'un de ta famille a par exemple de vieilles photos en noir et blanc, qui datent évidemment de tard à l'époque, leur technologie d'intelligence artificielle leur permet de recoloriser de vieilles photos en noir et blanc, d'améliorer leur qualité et même de les animer. Ça permet vraiment de redonner vie à la photo et d'avoir vraiment l'impression d'être dans le moment présent avec les gens. Vous avez aussi une fonctionnalité très sympa qui est Instant Discoveries, qui vous permet de découvrir instantanément des membres de votre famille basés sur les infos que vous aurez données, de les contacter et de les ajouter automatiquement dans votre arbre généalogique. Pour tous ceux qui sont curieux et intéressés, sachez que vous avez 14 jours gratuits grâce au lien dans la description et merci à MyHeritage de nous accompagner sur cette vidéo, ça nous aide énormément à produire du contenu de qualité et régulièrement. Et les amis, retour à l'histoire. C'est une méthode de torture psychologique qui consiste à isoler une personne dans une pièce entièrement blanche, sans fenêtre, avec un éclairage intense et souvent un environnement assez dépouillé de quoi que ce soit. Cette méthode, elle va souvent provoquer de la désorientation mentale et de la détresse parce qu'en fait, vous êtes dans une pièce complètement blanche et il n'y a absolument rien à regarder, il n'y a aucune texture, aucun relief, et du coup, ça peut paraître vraiment tout de suite très dérangeant. C'est très souvent accompagné d'une lumière très blanche qui peut vous causer un gros mal de tête au bout d'un moment. Faut savoir que même si c'est pas létal, on peut provoquer chez la victime des troubles psychologiques, des PTSD, donc des syndromes post-traumatiques, mais aussi de la dépression. Et ça évidemment c'est quand ça dure toute la journée pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Il y a un autre aspect qui est assez fourbe et qu'on verra beaucoup de fois dans cette première partie, c'est que personne ne peut prouver que ça a été fait. Dans le sens où il y a littéralement aucune façon de prouver que la personne a vécu cette torture. Il n'y a pas de traces sur le visage, il n'y a pas de traces même sur le reste du corps. Il y a complètement une absence de traces et de preuves et c'est ce qui fait que cette torture est assez efficace.
Le placement en isolement, qui ressemble énormément à la première torture, est ce qu'on peut aussi appeler par exemple dans le milieu carcéral le confinement solitaire, et c'est une méthode de torture psychologique où vous êtes littéralement laissé tout seul dans une pièce. Ce qui est assez horrible, c'est que souvent les cellules sont très petites, plongées dans le noir, à l'inverse de la première qui a été plongée dans la lumière. Et ce qui est aussi horrible, c'est que vous avez pas de fenêtre, pas de porte grillagée où vous pouvez voir à l'extérieur. Donc en gros, vous êtes vraiment dans la quasi-pénombre entre 4 murs de béton. Et il faut savoir quand même que c'est une torture qui peut durer quelques jours, hein, mais aussi quelques années. Un an là-dedans, franchement, c'est quasiment intenable. Encore une fois, on peut ressentir de la dépression, de l'anxiété. Faut savoir qu'il y a un autre aspect qui est assez étrange, c'est que souvent, il y a des gens qui peuvent tomber dans une peur, voire une paranoïa. Et ça, c'est même pas à cause du fait qu'ils soient enfermés ou qu'ils soient dans le noir, c'est à cause du fait qu'il y a une absence de contact humain qui est flagrant. Et en fait, c'est tellement intense qu'on peut commencer à devenir littéralement fou. Vous me direz si je me trompe, parce que sincèrement, je suis pas sûr à 200%, mais je crois que c'est encore une technique qui est encore aujourd'hui utilisée dans les prisons, et il me semble que cette torture psychologique se fait encore. L'injection de médicaments psychotropes est une torture que je ne connaissais absolument pas. Et en gros, c'est une méthode qui est utilisée pour injecter des substances dans un corps humain, substances qui vont avoir un effet sur le système nerveux. Tout ça, c'est dans le but de modifier l'état mental d'une personne, et cette technique, elle est vachement utilisée dans divers contextes, y compris en psychiatrie, en détention, et même dans des situations de torture ou de contrôle de l'humain. Ce qui fait un petit peu peur quand même, c'est de savoir que les substances qui sont utilisées dans ce genre de torture sont des substances qui sont à la vente. Donc on peut, vous et moi, en acheter. On a par exemple des médicaments comme les antipsychotiques, les anxiolytiques, les antidépresseurs et les stabilisateurs de l'humeur. Les médicaments sont généralement injectés sans l'autorisation de la personne et elles servent souvent à sédater, donc à endormir ou à calmer, mais aussi parfois dans le cadre de la torture à provoquer des hallucinations et à faire partir les gens dans une démence. Parce qu'en fait il y a pas mal de ces substances qui sont des médicaments et qui peuvent à haute dose provoquer de la paranoïa, de la peur et en gros faire péter un câble. Ce qui est aussi assez horrible avec cette méthode, c'est que ça peut provoquer une dépendance, donc la personne va en avoir envie de plus en plus, ce qui va encore plus provoquer des problèmes et qui va créer un espèce de cercle vicieux horrible qui sera inarrêtable. Faut savoir qu'à très forte dose, ça pourrait même provoquer des troubles moteurs, et donc être incapable de se déplacer, mais aussi des déséquilibres hormonaux et des problèmes cardiaques, donc des trucs vraiment pas cool du tout. La torture par chatouillement ou tickle torture, c'est exactement ce que vous avez en tête. On va provoquer une espèce de détresse ou une douleur en chatouillant quelqu'un, et évidemment on va le faire de manière prolongée. Alors je sais pas si vous êtes chatouilleux, mais moi je sais qu'il y a certains endroits où vraiment je suis très chatouilleux, et imaginez-vous juste une seconde que pendant 1 heure on vous chatouille et vous pouvez pas vous gratter ou arrêter le chatouillement. C'est marrant 5 secondes, mais essayez de le faire pendant 1 minute, vous allez voir que c'est vraiment très douloureux. Du coup en fait non, essayez pas, on annule, CTRL Z. Évidemment les victimes elles sont attachées, donc elles peuvent pas se déplacer. Et évidemment, comme c'est une torture, c'est fait à leur insu. Alors c'est assez étrange, mais en fait cette torture elle va provoquer un rire qui est absolument incontrôlable. Et en fait le fait que le rire ne s'arrête pas parce que c'est une réaction naturelle à la douleur, ça peut provoquer de la paranoïa, de la peur et vraiment partir en gros bad trip, juste parce qu'en fait c'est très compliqué de pouvoir gérer à la fois la peur, la douleur et le rire en même temps. Normalement c'est des trucs qu'on vit séparément et pas ensemble d'un coup. Ce qui peut donc être une très bonne technique en fait pour torturer quelqu'un sans que personne ne sache ce qui s'est vraiment passé. Le hooding ou l'encapuchonnement, personne ne dit ça en France. C'est une méthode de torture psychologique qui consiste à mettre un sac sur la tête de la victime. Cette pratique elle est utilisée pour désorienter, intimider et isoler quelqu'un, souvent dans le cadre d'un interrogatoire ou d'une détention. Bien que ça puisse paraître pas trop violent, ça a quand même des effets psychologiques assez chiants. Et ça c'est parce que non seulement on ne voit pas, mais aussi on a énormément de mal à respirer. Bah oui, parce que le sac est opaque, donc oui on voit pas, mais surtout le sac il est collé contre notre visage et donc c'est très compliqué de pouvoir respirer correctement. Faut savoir que ça c'est pas une méthode en tant que telle, c'est surtout un truc en plus qui est utilisé dans d'autres méthodes. En gros on peut mettre quelqu'un à l'isolement avec un sac sur la tête, ce qui peut parfois provoquer des malaises physiques. Le hamstringing ou le sectionnement des tendons ischio-jambiers, c'est une méthode de torture mais aussi de mutilation qui consiste à couper ou à déchirer les tendons qui sont situés à l'arrière des cuisses, ce qui va généralement immobiliser quelqu'un instantanément. En gros, si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas vraiment vous déplacer. Faut savoir que c'est une pratique qui est vachement répandue et qui a très souvent été utilisée soit comme punition, soit comme prévention par les forces militaires pour éviter que quelqu'un s'échappe ou aille donner des informations à une autre armée. En fait, les tendons des muscles des ischio-jambiers, ils permettent la flexion de la jambe au niveau du genou. Et quand ils sont tranchés ou sectionnés, on ne peut absolument plus utiliser ces jambes. Alors oui, ça évite de les couper, mais c'est tout comme. Et vous vous en doutez, hein, mais c'est aussi extrêmement douloureux. Ceux qui ont fait du sport là et qui
qui se sont un jour pété le muscle ischio-jambier ou un truc comme ça, vous savez que tout ce qui touche aux tendons, aux muscles et tout, ça fait très très mal. Ce qui est un peu horrible avec cette méthode, c'est que même si on est opéré tout de suite après, il y a de fortes chances qu'on ne puisse plus jamais marcher. Et en plus de ça, ben ça saigne énormément parce qu'il faut faire un trou jusqu'au tendon pour les couper. Et puis la douleur lorsqu'on sectionne le tendon est absolument atroce. Le chevauchement du rail ou riding the rail, c'est une forme de torture qui a été vachement utilisée aux États-Unis au 18 et 19e siècle. Et la méthode, vous allez voir, elle est ultra simple. Vous pouvez même la refaire à la maison. Tuto. La méthode, elle consiste à forcer à asseoir quelqu'un à califourchon sur une planche de bois. En gros, c'est un petit peu comme si tu chevauchais un cheval, sauf que c'est du bois. Et ensuite, il y a 2 ou plusieurs personnes qui vont soulever la planche. Donc la personne va décoller du sol avec la poutre entre les jambes. Et la personne va être déplacée comme ça pendant plusieurs heures. Faut savoir que c'est quelque chose qui est extrêmement humiliant pour commencer et aussi extrêmement douloureux. Puisqu'on a les coins de la planche qui nous rentrent directement dans les jambes, ça fait super mal. Je vous vois venir, bonne de petits démons. Effectivement, parfois on attachait des pierres ou des trucs très lourd aux jambes histoire de faire encore plus mal, et parfois on changeait la poutre de bois pour un rail de fer, genre un rail de train, et si on vous le fait trop longtemps, ça peut quand même provoquer une lésion du coccyx. Donc ça ne provoque pas la mort, mais c'est quand même extrêmement dangereux et douloureux. Le Chinese Water Torture ou la torture de la goutte d'eau est une torture dont vous avez sûrement déjà entendu parler parce qu'elle est franchement assez populaire. La mise en place, elle est assez simple, on accroche quelqu'un sur une chaise et ensuite on va faire tomber une goutte d'eau sur son front. Il n'y a pas plus que ça. Il faut savoir que c'est une torture qui peut durer des heures, voire des jours ou même des semaines. Et de ce qu'on a été dit, c'est que le fait que la goutte tape toujours au même endroit, avec la même intervalle et la même force, apparemment ça crée vraiment un traumatisme psychologique qui est horrible. Et en plus de ça, on a vraiment l'impression petit à petit que la gourde est de plus en plus lourde et que c'est une espèce de pierre qui vient nous écraser le crâne à chaque fois. Comme vous vous en doutez, ça peut donc devenir assez douloureux très très vite. Il faut savoir que c'est une méthode qui est très intelligente parce que non seulement elle ne laisse pas beaucoup de traces, à part quelques ecchymoses de temps en temps, mais en plus comme elle dure très longtemps, la personne ne peut pas dormir. Donc elle a aussi une privation de sommeil derrière. Et on le verra plus tard, mais la privation de sommeil, c'est aussi une torture qui est absolument horrible. C'est une torture qui va provoquer très souvent des traumas, mais qui va aussi faire plonger des gens littéralement dans la folie, parce que la goutte qui tombe à chaque fois au même moment, au même endroit pendant des jours et des jours, ça peut vraiment rendre quelqu'un absolument dingue. Le waterboarding, c'est une torture que vous connaissez forcément, vous l'avez déjà vu dans les films américains, c'est sûr et certain. C'est une torture qui consiste à mettre un sac sur la tête de quelqu'un et de lui mettre de l'eau sur le visage. Ça a l'air de rien comme ça, mais apparemment c'est horrible. En fait, ça va simuler une noyade sans jamais vous noyer. Ce qui veut dire que c'est une espèce de cycle qui s'arrête jamais, où vous souffrez comme si vous étiez en train de vous noyer, mais vous ne vous noyez pas. Ce qui fait que vous reprenez votre souffle et vous retombez dans une espèce de torture qui ne s'arrête jamais. Vous arrivez au moment où vous êtes presque en train de vous noyer, et là, on arrête le truc pour que vous repreniez conscience, pour qu'on recommence le truc, et c'est juste horrible en fait. Faut savoir que l'eau qui rentre souvent dans les poumons va provoquer des irritations horribles, des toux, et dans certains cas même la perte de conscience directe. Ce qui est surtout horrible, c'est pas vraiment ce que subit notre corps, mais ce que subit notre cerveau. En fait, ça vous provoque une espèce de crise de panique horrible. Du coup, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une torture qui est quand même assez efficace. Et il me semble d'ailleurs que c'est encore utilisé aux États-Unis. Je sais pas si en France c'est légal, mais en tout cas, je sais que là-bas c'est utilisé. Mais il faut savoir que les États-Unis ont pas été les seuls à utiliser ce genre de torture. La MGF, qui signifie malheureusement la mutilation génitale forcée. Encore une fois, c'est assez étrange de l'avoir dans cette catégorie parce que c'est vrai qu'on est au niveau 1, mais je vous rappelle que le niveau 1, c'est genre vous allez pas mourir. Ça vous laisse aussi un petit peu entrevoir le genre de truc qu'on va aborder dans les autres. Vous vous en doutez, mais c'est une technique qui est affreuse et qui consiste juste à couper l'appareil génital de quelqu'un. Ça peut être ou soit une castration forcée, ou soit ça peut être dans certaines cultures où parfois on demande à la femme de s'enlever le clitoris ou des choses comme ça. Évidemment, il y a des saignements abondants, la douleur est absolument inhumaine. Si c'est mal fait avec des outils non stérilisés, ça peut provoquer des infections horribles. Et bien sûr, vous avez aussi la perte des fonctions sexuelles d'un humain. Vous ne pouvez plus vous faire plaisir ou vous reproduire. Pour beaucoup, ça commence par un traumatisme psychologique, c'est une espèce de perte de dignité, mais aussi des douleurs physiques, ne serait-ce que par exemple pour uriner, dans certaines conditions, c'est quasiment impossible. Dans certains conflits armés, comme par exemple au Kenya, entre 2007 et 2008, il y a certains hommes qui ont été circoncis de force pour les identifier par rapport à leur groupe ethnique. Un autre exemple, c'est par exemple les prisonniers dans les camps de concentration chez les nazis. Souvent on prenait des homosexuels pour faire un exemple, on les castrait, que ce soit pour des expériences médicales ou simplement pour donner un exemple.
La prochaine forme de torture est la privation sensorielle. C'est une forme de torture qui va vous couper de littéralement tout stimuli. Donc en gros on va essayer de couper tous vos sens. Elle va à la fois être très dure sur le côté mental mais aussi sur le côté émotionnel. On va d'abord jouer sur le côté auditif en mettant par exemple des boules caisses ou des bouchons dans les oreilles. Mais on peut aussi utiliser des casques insonorisants ou juste des pièces où il n'y a aucun bruit qui peut se refléter. On va ensuite jouer sur l'aspect visuel, donc littéralement juste mettre un bandeau ou nous mettre dans le noir. On peut jouer sur le tactile dans le sens où on peut être accroché pour ne pas pouvoir bouger ou toucher quoi que ce soit. Et ce qui est fou, c'est que ça peut très vite provoquer des trucs pas ouf du tout en fait. Premièrement, psychologiquement, c'est assez dur à tenir parce qu'on n'a aucune stimulation et aucune information qui nous vient du monde extérieur. Et ça peut carrément faire de la paranoïa, des troubles du sommeil, un déséquilibre hormonal et une grosse dose de stress. C'est très souvent une technique qui est utilisée quand on veut avoir des informations ou qu'on veut essayer de torturer quelqu'un sans que ça se voie spécialement. Et si ça vous dit peut-être quelque chose, il y a une raison pour ça, c'est une expérience qui est vachement connue. Mais un certain Donald Hebb dans les années 1950 a littéralement refait des expériences en faisant justement des privations sensorielles. Il a très vite remarqué que les gens pétaient un câble, avaient de la paranoïa et commençaient très vite à avoir des hallucinations. L'exposition au chaud et au froid sont aussi deux méthodes de torture qui ont été très connues et très popularisées durant l'histoire, où soit la victime est placée dans un froid extrême, donc souvent elle est sans vêtements, donc nue, dans un endroit extrêmement froid, comme par exemple dehors en hiver, et elle peut être obligée à rester immobile pendant des heures et des heures. Histoire d'accélérer l'hypothermie, de temps en temps, on va aussi mouiller la personne en la mettant à l'extérieur. En fonction de combien de degrés il fait dehors, ça peut durer quelques heures, voire quelques minutes s'il fait vraiment très froid. Mais il faut savoir qu'il y a l'extrême opposé qui existe aussi. En effet, je le savais pas, mais il existe des tortures liées au chaud, comme par exemple mettre quelqu'un dans une salle vitrée en plein cagnard et laisser la pièce exposée au soleil ou surchauffer la pièce, ce qui peut vite devenir extrêmement désagréable. Une autre manière d'utiliser la chaleur en termes de torture, c'est juste de brûler quelqu'un ou de faire toucher par exemple un métal chauffé au fer rouge et obliger la personne à le toucher et à le prendre en main directement, ce qui va provoquer une douleur absolument horrible. Il y a aussi une petite technique que je ne connaissais pas qui consiste à faire les deux en même temps, directement. En fait, on va essayer d'avoir une hypothermie de la personne et quand on voit qu'elle est vraiment en train de clamser, qu'elle a trop froid, on la met dans un truc absolument bouillant, ce qui va encore plus accroître la chaleur étant donné que la personne elle est gelée. C'est un petit peu comme quand vous avez très froid en hiver et que vous mettez vos doigts sous de l'eau tiède, vous avez l'impression que l'eau elle est bouillante. Maintenant vous imaginez ça sauf que l'eau elle est vraiment bouillante. Alors faut savoir que ce genre de technique peut littéralement vous faire perdre des membres, genre des doigts, un nez, des oreilles ou même un bras ou une jambe. Ça a été vachement utilisé notamment dans les camps de concentration ou dans les goulags. Le Skoldsbridle ou le bridle de médisance est un dispositif de torture et de punition qui a été très populaire durant le Moyen-Âge et qui a souvent été utilisé en Europe. C'est un dispositif qui est pas là pour faire trop mal, mais qui est surtout là pour humilier la personne et rendre l'activité extrêmement désagréable. Quand je parle d'activité, je parle bien sûr de la torture en fait, directement. C'était très souvent utilisé pour du comportement, comme par exemple quand quelqu'un bavarde ou quand quelqu'un répond, on n'est pas respectueux, on lui mettait cette espèce de masque sur le visage. Le Skoldsbridle, il s'agit d'un espèce de cadre qui va envelopper votre visage et il y a une partie qu'on appelle le boulon de langue qui va directement dans votre bouche. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas l'air extrêmement agréable à porter. Néanmoins, le dispositif n'est pas là pour faire souffrir, c'est surtout histoire d'humilier la personne. La victime était obligée de l'utiliser et de le porter pendant un certain nombre de temps et de se balader en public histoire de bien se foutre la honte devant tout le monde. Et le boulon de langue qui du coup se trouvait dans la bouche empêchait la personne de parler de manière convenable et du coup on comprenait rien à ce qu'il disait et c'était un petit peu désagréable. Néanmoins, si on le laissait trop longtemps, ça pouvait quand même causer de grosses douleurs à la mâchoire et à la langue et perforer les gencives. Comparé à ce qu'on va voir après, ça va. Les amis, on est sur la dernière technique de torture de la première partie et on commence déjà à comprendre que c'est un tout autre délire. Il s'agit de l'énéma ou du lavement par l'anus et qui consiste finalement à mettre un liquide dans le côlon, dans le rectum d'une personne. Évidemment, ça va provoquer inconfort et douleur et surtout, c'est extrêmement humiliant pour la personne. Pour le faire, c'est très simple, on utilise simplement une poire à lavement et on y met à l'intérieur une solution saline qu'on injecte directement dans le rectum. Faut savoir que ça peut être utilisé à des raisons médicales, mais dans ce cas-là, on en met vraiment des litres et des litres et on oblige la personne à le garder. Évidemment, on va pas s'arrêter à de l'eau et du sel, donc de temps en temps, on y mettait des trucs un peu caustiques, tu vois, genre de l'acide, ce qui va énormément irriter l'intérieur du côlon et de l'anus, ce qui, après, va vous causer quelques problèmes. Néanmoins, c'est pas le genre de truc qui va vous tuer, mais ça va vous provoquer un inconfort au niveau des fesses et même de l'estomac. Ça risque aussi de s'infecter et donc de provoquer des problèmes encore plus graves. Et la plupart du temps, ça a été utilisé à des raisons militaires ou carcérales pour briser le silence
de certains prisonniers, mais c'est pas non plus un truc qui est ultra répandu. Le pitch capping, qui est pour le coup officiellement cette fois-ci le dernier de cette partie 1, c'est une méthode de torture qui consiste à verser une substance chaude, généralement du goudron ou du bitume, sur la tête d'une victime. Faut savoir que c'est une méthode qui est utilisée principalement quand il y a la guerre, donc dans des temps où vraiment il faut pas trop rigoler, et évidemment c'est fait pour infliger une douleur intense et la brûler fortement. D'habitude comment ça se passe, c'est que la victime elle est posée au sol, elle est maintenue et on va lui verser du goudron chaud directement sur la tête, en essayant la plupart du temps de recouvrir le cuir chevelu et le visage. Faut savoir qu'il y a une petite alternative à cette technique qui est de rajouter de l'huile bouillante histoire d'augmenter encore plus le côté corrosif et la douleur. Donc du coup vous pouvez avoir des lésions, vous pouvez avoir des croûtes qui ne s'enlèveront jamais, des cicatrices et même une déformation du visage. Les amis, on a fini la partie 1 de cet iceberg et on va donc passer à la partie 2. La partie 2 qui peut parfois provoquer la mort. Ça veut dire qu'en gros ça commence déjà à être un peu plus hard. Voilà, si tu pousses le truc trop loin, t'as vite fait tuer quelqu'un. L'Iron Spider, qui veut littéralement dire l'araignée de fer. Ce dispositif est vachement connu parce qu'il représente vraiment l'emblème de ce qu'était la torture au Moyen-Âge, même si en réalité il n'a pas été tellement utilisé que ça. L'Iron Spider est typiquement décrit comme une structure en métal en forme d'araignée avec des bras métalliques qui se fixent au corps de la victime. Le dispositif possède des petites pointes ou des crochets afin qu'il puisse traverser la chair quand il est mis à proximité de la personne. La victime elle est alors attachée au centre du dispositif et les bras de l'araignée sont progressivement tirés, ce qui provoque des douleurs extrêmes et des blessures. Et donc très souvent ce qui faisait très mal c'était les déchirures de la peau ou des muscles. Alors faut savoir que l'Iron Spider en tant que tel n'a pas été tellement utilisé que ça, mais dans les temps médiévaux il y a énormément de dispositifs qui ressemblaient beaucoup à l'Iron Spider qui ont été utilisés. La privation de nourriture, pour certaines personnes, c'est une obligation malheureusement, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était aussi une torture, et ça l'est encore aujourd'hui. Vous vous en doutez, mais la méthode de la torture est plutôt simple, on empêche quelqu'un de manger pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La méthode, elle est souvent utilisée pour infliger de la souffrance physique et psychologique, pour briser la volonté d'une victime, ou comme moyen de correction ou de punition. Alors il faut savoir qu'un humain peut vivre plusieurs semaines sans manger, je pense même qu'on peut dépasser le mois. Néanmoins, ça veut pas dire que parce qu'on peut le faire, il faut le faire tous les jours, et que ça nous fait que du bien. Il faut savoir que durant le processus, nos muscles vont se manger eux-mêmes pour survivre, surtout si on n'a pas beaucoup de graisse, et du coup on va perdre énormément de poids très vite et on va tomber malade très facilement. Il faut savoir que si on le pousse trop loin, on risque d'avoir des défaillances d'organes ou tout simplement des arrêts cardiaques où on peut y laisser la vie quoi. Ce qui est horrible, c'est que même si la personne survit et qu'elle a été châtiée comme il fallait, en réalité c'est une torture qui va durer à vie, parce que quand on a vécu tellement de restrictions alimentaires pendant très longtemps et à ce niveau-là, d'habitude on s'en remet jamais et on a des problèmes alimentaires toute notre vie. Le brisage des os, encore une fois, c'est une torture. T'entends le nom, tu sais déjà ce que c'est. Du coup, c'est une méthode de torture qui consiste à infliger des fractures aux os d'une victime, généralement à l'aide de techniques brutales ou d'outils spécifiques. Évidemment, la douleur, elle est intense et insoutenable, et derrière, si la personne n'est pas tuée, elle est paralysée à vie ou ne pourra plus jamais utiliser les membres qui ont été cassés. Faut savoir que le brisage d'os peut être effectué de différentes manières. Et oui, heureusement, il y a plein de chemins différents. On peut utiliser des coups violents, des techniques de torsion ou des outils spécialisés comme les pinces ou les barres de fer. La plupart du temps, c'est les bras, des os, des jambes et des doigts qui sont visés parce que c'est les plus douloureux et les plus faciles à casser. Et je ne le savais pas parce que je me suis jamais rien cassé, mais apparemment, une fracture osseuse, ça fait vraiment très mal. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est un peu logique. Évidemment, étant donné que c'était fait au Moyen-Âge, le plus dur c'était de s'en remettre parce qu'on avait des infections horribles et surtout on n'avait rien à disposition pour ensuite marcher ou s'en remettre. On était paralysé à vie. La plupart du temps, c'était utilisé comme moyen d'interrogation ou de punition extrême parce que c'est vrai que c'est une des punitions qui est la plus douloureuse du classement. L'utilisation d'huile de ricin, on appelle ça aussi de l'huile de castor, à défaut d'ailleurs. C'est une méthode de torture qui pour le coup est un petit peu moins hard, qui est simplement une technique laxative, qui repose sur les effets laxatifs du ricin. Ça provoque des douleurs abdominales, des déshydratations sévères et une profonde humiliation pour la personne. Apparemment c'est une technique qui a vachement été utilisée à l'époque, souvent c'était pour punir ou surtout pour humilier devant tout le monde une personne. Et la technique est plutôt simple, on va forcer quelqu'un à boire une énorme quantité d'huile de ricin, qui d'ailleurs n'est pas buvable à mon avis, je crois que c'est pas comestible. Et l'ingestion va provoquer de grosses douleurs intestinales
intestinale ainsi qu'une énorme diarrhée fulgurante. Ça va être du caca spray toute la journée, je vous le dis tout de suite. Et c'est vrai qu'apparemment les crampes intestinales sont insupportables. Évidemment, vous en doutez, mais la personne elle pavanait en public, donc elle se chiait dessus hein, devant tout le monde littéralement. Et c'est vrai que les risques pour la santé étaient quand même assez élevés, donc il fallait pas trop abuser parce que si on laissait trop longtemps la personne avec de l'huile de ricin dans le corps, elle pouvait littéralement clamser. L'arrachement des ongles ou le denailing, celui-là on sait très bien ce que c'est, on voit exactement ce que c'est, mais juste rien que le sentir là sur mes ongles ça me fait mal. Je pense que c'est une des tortures qui doit faire le plus mal, c'est tout simplement d'arracher les ongles un par un. C'est une pratique qui était malheureusement très utilisée et on arrachait souvent soit les ongles des mains, soit les ongles des pieds, ou les deux d'ailleurs. Le processus est plutôt simple, on va arracher les ongles un par un avec une pince, soit en tirant violemment d'un coup quand on est sympa, soit en arrachant lentement et délicatement un par un tous les ongles pendant des heures. Alors si vous avez l'impression que la douleur est horrible, sachez que la douleur est atroce. Vraiment, c'est une des pires douleurs que de se faire arracher un ongle comme ça. En fait, il faut savoir que les ongles sont attachés à énormément de nerfs très sensibles. Ça vous fait un espèce de cocktail de sensations très désagréable qui est vraiment insoutenable. Il y avait évidemment quelques variantes parce qu'on aimait bien au Moyen-Âge les variantes être un petit peu différents des autres. Donc on avait parfois cette torture qui incluait aussi l'insertion d'aiguilles entre les ongles. Waouh, celle-là elle est dure à dire hein. Donc en gros on décollait doucement l'ongle et ensuite on allait y insérer des bambous ou des aiguilles et on les plantait dans le doigt quoi. Et évidemment comme c'était fait au Moyen-Âge, on a énormément de possibilités d'infection et en plus les ongles ne repoussent pas correctement donc on est quasiment incapable d'utiliser ses doigts une fois que ça a été fait. La fourche de l'hérétique est un instrument de torture absolument horrible, d'ailleurs j'avais fait une vidéo je crois là-dessus à un moment donné, et c'était utilisé principalement au Moyen-Âge. La plupart du temps c'est utilisé sur des gens qui sont coupables de crimes d'hérésie ou des crimes religieux. En fait la structure de la fourche de l'hérétique elle est un petit peu particulière. C'est une espèce de tige métallique dotée de 2 pointes acérées à chaque extrémité, et elle est fixée autour du cou à l'aide d'une ceinture ou d'une sangle en cuir qui servent à maintenir l'instrument en place. Une extrémité de la fourche est dirigée vers le menton, tandis que l'autre est pointée vers la poitrine ou la clavicule. Le dispositif il empêche tout mouvement de la tête, ce qui rend impossible le fait de bouger la tête de haut en bas ou même juste de s'endormir, ce qui va obliger la victime à rester immobile. Et croyez-moi, c'est très difficile pour un humain de rester immobile. En fait, à mesure qu'on s'endormait ou qu'on avait envie de se gratter ou de bouger la tête, la pointe elle s'enfonçait dans notre poitrine petit à petit, ce qui provoque des blessures certes minimes mais très douloureuses. Mais évidemment, le problème c'est que ça durait pendant des jours et que c'était fait en public, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va s'endormir et que quand on s'endort, la pointe elle rentre dans notre poitrine, ce qui nous réveille instantanément et nous empêche de dormir. La prochaine les amis, vous allez à mon avis commencer à boire de l'eau. La privation de boisson est une torture. En gros, on va forcer une personne à se déshydrater, donc à ne pas boire pendant plusieurs jours, sachant qu'après 3 jours, normalement, on clams. Il faut savoir que ne pas boire provoque une souffrance physique absolument horrible, c'est extrême. Déjà parce que c'est très dur de ne pas boire pendant plusieurs jours, être déshydraté, ça nous fait perdre tous nos moyens, ça peut même provoquer de la paranoïa, mais aussi ça peut littéralement flinguer nos organes internes et nous tuer en quelques jours. C'est une technique qui était assez courte dans le sens où ça durait entre 3 et 5 jours, soit parce qu'on arrêtait, soit parce que la personne décédait tout simplement, mais il faut savoir qu'après 24 heures, on a déjà tous les signes d'une déshydratation extrême. D'où l'intérêt de boire 2 à 3 litres d'eau tous les jours les amis. Pour rentrer un peu plus dans les détails, il faut savoir qu'une déshydratation extrême, ça va réduire rapidement le volume sanguin, ce qui va entraîner une faiblesse généralisée et des étourdissements. La bouche elle va devenir sèche, les lèvres gercées et une douleur intense peut subvenir dans la gorge. Les reins vont cesser de fonctionner correctement, ce qui va entraîner une accumulation de toxines dans le corps et le cœur va devoir pomper un volume de sang réduit, ce qui va aussi provoquer des palpitations et un risque accru d'arrêt cardiaque. En l'absence totale de liquide, après 3 jours, normalement, vous êtes mort. Ça se rapproche un petit peu de cette sensation qu'on a quand on se coupe avec une feuille de papier, sauf que là, imaginez que c'est fait sur tout le corps. C'est une méthode de torture qui consiste à infliger des blessures superficielles ou profondes sur le corps de la victime à l'aide d'objets tranchants tels que des couteaux, des lames ou d'autres outils coupants. Cette pratique, elle vise à infliger une douleur extrême et à causer des dommages physiques irréversibles et à briser la résistance psychologique d'une victime. Les tortures, elles peuvent être faites de manière contrôlée pour ne pas tuer la personne et pour du coup maximiser la souffrance. On peut aussi parfois cibler des parties très spécifiques comme les bras, les jambes, les joues, les lèvres. Ça c'est en fonction de ce qui fait le plus mal et de
ce que la personne a fait. Il y a aussi une perte de sang qui peut être très importante et parfois mortelle si c'est pas soigné. Il faut savoir que c'est une technique qui a été vachement utilisée. En même temps, c'est normal, elle est plutôt simple à faire. C'était à la fois utilisé au Moyen-Âge pour des châtiments médiévaux, mais même dans des camps de concentration et parfois même juste dans des prisons. Il faut savoir que c'est une technique qui, malgré qu'elle soit très peu dangereuse, si jamais on touche une artère, ça peut littéralement vous tuer. Donc il faut quand même faire assez gaffe. Le combing, qui peut être traduit par le peignage de peau, est exactement ce que vous pensez que c'est. Le combing est une méthode de torture qui va consister à peigner la peau avec un objet avec des dents ou très acéré. Ça va évidemment provoquer une douleur intense et vous arracher toute votre première peau. Encore une fois, c'est une technique qui est utile parce qu'elle va permettre de faire souffrir la personne sans nécessairement la tuer du premier coup. Dans les outils utilisés, on avait parfois les instruments tels que des peignes métalliques, des grattoirs dentelés ou des peignes qui étaient chauffées. Certains peignes avaient des dents tranchantes ou d'autres rugueuses qui étaient conçues du coup pour arracher la peau de différentes manières. Non mais il y en a là-dedans, il y a de l'ingénierie hein. On immobilisait la victime pour éviter qu'elle ne bouge, l'outil était tiré avec force sur la peau, très souvent sur des parties sensibles et exposées du corps comme le dos, les bras ou le cuir chevelu, et ensuite on grattait et on lacérait toute la peau du corps. Comme d'habitude, c'est un truc qui provoque énormément de douleur parce qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses sur la peau. Évidemment, si en plus les objets sont sales ou pas nettoyés, ce qui est rarement le cas à mon avis, on peut avoir d'énormes infections et ça peut être encore pire. Et là, faut savoir que tout le monde l'a utilisé, hein. Vraiment, c'était pump up, on s'est passé le mot. Ça a été utilisé dans la Rome antique, au Moyen-Âge, durant le colonialisme, et même encore aujourd'hui, il y a encore certains groupes qui font ce genre de torture. Les mutilations de toutes sortes sont exactement ce qu'elles sont, c'est-à-dire des putains de mutilations. Et ça consiste à couper une partie ou à mutiler une partie d'un corps qui est encore vivant. On peut donc lui retirer des morceaux de peau, des organes, des membres, des muscles. Alors, on peut vraiment faire tout ce que vous voulez, hein. C'est vraiment un buffet chinois le machin. Enfin, je dis pas un buffet chinois juste parce que la nourriture... non. Très souvent, c'est les mêmes parties qu'on va couper, figurez-vous. Hyper intéressant. On va souvent enlever les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les mains, les pieds ou les parties génitales. Et les instruments utilisés, ils sont vraiment divers et variés. On peut utiliser soit des couteaux, on peut utiliser des scies, on peut utiliser des haches, vraiment c'est tout ce que vous voulez. Évidemment, vous vous en doutez, mais la souffrance est absolument horrible, c'est vraiment douleur 10 sur 10. On a la perte de la fonction du membre qu'on vient de perdre en fait, hein. On peut plus utiliser nos mains si on n'a plus de mains, logique. Et mais aussi comme d'habitude, étant donné que c'est fait un petit peu à la va-vite, il y a des risques d'infection ou tout simplement de mourir d'hémorragie si on n'arrête pas le saignement. Et encore une fois, ça a été utilisé très souvent durant le Moyen-Âge, mais aussi pendant les royaumes islamiques médiévaux et durant l'esclavagisme et le colonialisme. Donc vraiment, encore une fois, tout le monde s'est passé le mot. Alors, faut savoir néanmoins que en fonction de ce qu'on vous coupe, ça veut pas dire la même chose. Par exemple, si on vous coupe une main, c'est que vous avez peut-être été un voleur. Alors que si on veut simplement vous humilier parce que vous avez fait quelque chose qui mérite d'être humilié, on va vous couper un nez, un doigt ou une oreille. Pour les crimes sexuels, on va vous couper les parties génitales. Et par exemple, durant l'esclavagisme ou pour les criminels, on utilisait le marquage au fer rouge sur la peau, qui est aussi une mutilation, hein, pour vous marquer en fonction du crime que vous avez fait. Le crime étant, pour le coup, de vouloir être libre. Hideux comme crime, vraiment. Michel premier degré, tu laisses ton commentaire, s'il te plaît. Merci. La défiguration, alors là on va aller très vite parce que ça revient exactement à la mutilation. Vous cramez la peau avec de l'acide, vous arrachez les yeux avec des cuillères, vous coupez le nez ou les oreilles ou vous lacérez avec des lames de rasoir. Je vais pas revenir sur le fait que la douleur est horrible et que même pour la personne qui va survivre après plus tard, c'est une humiliation constante en fait. C'est ainsi que nous finissons la partie numéro 2. Donc on va du coup arriver, vous l'avez deviné, pas mal, la partie numéro 3. C'est quand même fort ces loulous, hein. La partie numéro 3 les amis, elle va être... très direct, ça va provoquer la mort. Voilà, il n'y a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Évidemment, on va arriver aussi dans des tortures qui sont un petit peu plus hardcore. La draguine torture ou la torture par traînage consistait ni plus ni moins à attacher quelqu'un à un cheval et à se faire traîner. Évidemment, ça provoquait des lacérations et des blessures graves, mais ça pouvait aussi démembrer la personne si on le faisait trop longtemps. Ça a très souvent été utilisé durant le Moyen-Âge, et un des cas les plus célèbres est celui de William Wallace, qui était du coup un héros écossais en 1305, et on le verra juste après, mais il a vécu les pires atrocités de l'iceberg, sauf que lui, il les a vécues l'un après l'autre. C'est-à-dire que lui, il nous a vraiment fait un trio chichtaouk. Faut savoir
savoir qu'il y avait deux variantes à cette technique, où soit vous étiez attaché à un cheval qui était lancé à une allure normale, donc ça allait vous casser des os, ça allait vous lacérer, mais ça va, ou soit on vous lançait avec un cheval qui vraiment était très vénère et qui pouvait quand même atteindre 60 km/h. Autant vous dire qu'avec ce cheval, vous étiez juste démembré instantanément. Vous en faites pas, néanmoins, c'était pour les crimes les plus odieux, donc souvent les hautes trahisons de l'État ou du roi, et encore une fois, c'était fait pour humilier publiquement puisqu'il y avait énormément de gens qui venaient regarder l'exécution. Du coup, pour en revenir à notre petit William Wallace, juste pour vous faire le petit topo de ce qu'il a vécu, faut savoir que c'est l'une des figures les plus célèbres de l'histoire écossaise, qui est connue pour son rôle dans la lutte de l'indépendance de l'Écosse contre l'Angleterre. Il a effectivement foutu une raclée à l'Angleterre à un moment donné, sauf que derrière c'est lui qui s'est pris une raclée, et on a donc décidé en 1305 de l'arrêter et de l'exécuter. Voici donc le menu. Et vous allez voir, c'est vraiment un menu 5 plats. D'abord, il va être traîné jusqu'au lieu d'exécution, donc par la draguine torture. Il va perdre énormément de sang et un stress violent va être provoqué. Il sera donc semi-conscient. Les membres vont frotter contre les surfaces rugueuses et vont causer des lacérations, des fractures et des brûlures sur la peau. Il aura ensuite une pendaison partielle. Ça va provoquer une sensation d'étouffement avec la compression du cou qui va lui couper l'air. Et la réduction de l'oxygène va entraîner une espèce de perte de conscience. Mais attention, les bourreaux vont veiller à ce qu'il ne meure pas. C'est juste pour qu'il soit inconscient et qu'il souffre. Ensuite, il va subir une éviscération vivant. Et c'est là où la douleur va vraiment devenir extrême. Il faut savoir que l'abdomen est l'une des zones les plus sensibles du corps, donc ça fait tout de suite très mal. Ce qui veut dire qu'on va lui ouvrir le ventre et qu'à main nue, on va lui arracher les organes. Ceux-ci vont être exposés aux yeux de tous et au contact de l'air. On va ensuite continuer la mutilation en le castrant, c'est-à-dire qu'on va lui arracher avec un couteau la partie génitale. Et ensuite, on va finir par l'écartèlement. Les membres vont être tirés par des chevaux ou des cordes jusqu'à ce qu'ils se détachent du corps, et si la victime est encore vivante à ce stade, elle ressent une douleur inimaginable due à l'étirement et au déchirement des articulations et des tissus. Et là en gros, faut vous imaginer que le mec il est éviscéré, il y a ses tripes qui pendent, il a subi les pires tortures, il lui manque ses organes génitaux, et en plus de ça, il sent son corps être tiré et déchiré de tous les côtés. Donc autant vous dire que à l'époque, fallait rester tranquille. La flagellation est une technique de torture que je ne pensais pas allait être aussi bas dans le classement. Je pensais que c'était moins douloureux que ça, mais apparemment c'est vraiment très horrible. En fait, c'est une méthode de punition, de torture et même de condamnation. Donc on peut tuer quelqu'un par flagellation, et ça consiste à frapper la personne avec un fouet dans son dos ou sur le torse. Faut savoir qu'il y a plusieurs types de fouets. On va trouver le fouet simple qui est fait de cuir ou de corde. On a ensuite le fouet à multiples lanières qui est souvent agrémenté de morceaux de métal, d'os ou de verre pour mieux déchirer la peau. Et ensuite on a directement des tiges ou des bâtons. Là c'est même plus, on cherche pas à faire dans le mou, là c'est directement on vous pète les os. Faut savoir que les effets sur le corps ne se font pas attendre puisque c'est assez ignoble, hein, mais c'est des déchirures sur la peau, des contusions et des hématomes graves, des risques d'infection si les plaies elles sont pas traitées, et même un choc hypovolémique qui est du coup une perte de sang importante, ce qui dans les cas les plus extrêmes peut vous tuer dans la même séance où vous avez été flagellé. La flagellation est un châtiment corporel qu'on se faisait administrer ou qu'on se faisait même soi-même dans la Rome antique, qui était aussi très relié à la religion. Un exemple assez célèbre est celui de Jésus-Christ qui sera flagellé sur la croix. La douleur répétée des coups de fouet est apparemment ignoble, c'est vraiment très douloureux, et évidemment on va très rapidement avoir des lacérations sur la peau et on va commencer à saigner. Faut savoir que c'était vachement utilisé à l'époque, que ce soit pour l'hérésie, pour le vol, mais aussi pour la désobéissance civile, l'esclavage ou même pour des pratiques sexuelles qui étaient interdites. Donc c'était vraiment la punition pour à peu près tout. La Dunking Stool ou la chaise plongeante est une méthode de torture que je ne connaissais absolument pas et qui pour le coup n'est vraiment pas très répandue. Ça a été principalement utilisé en Europe et aux États-Unis, et pour le coup c'est pas non plus une technique de torture qui est aussi hardcore que ce qu'on vient de voir. En fait c'était souvent utilisé pour des délits mineurs ou pour des déviances sexuelles. En gros des trucs qui méritaient pas forcément la mort, mais on va le voir, ça peut quand même la provoquer. En gros vous foutez sur une chaise ou sur une poutre et avait un dispositif qui vous mettait dans l'eau et ensuite qui vous récupérait. Donc en gros vous vous noyez et vous n'avez pas la possibilité de vous débattre parce que vous êtes accroché à la chaise. La durée de l'immersion elle peut varier selon l'intensité de la punition, mais généralement c'était assez pour que vous commenciez à vous étouffer, mais pas assez pour vous tuer non plus. Encore une fois c'était ce qu'on utilisait pour par exemple le bavardage excessif, donc oui à l'époque quand tu bavardais tu avais le Dunking Stool, mais aussi pour la sorcellerie présumée ou pour les oppositions ou les insultes envers des figures d'autorité. Effectivement ça reste quand même une technique de torture, donc c'est assez douloureux, surtout parce qu'on va commencer à suffoquer et que l'immersion répétée est vraiment fatigante, donc on peut vraiment commencer à s'étouffer et c'est vraiment pas agréable du tout. Faut aussi se dire que l'eau n'est pas chauffée, hein, donc l'eau peut aussi être extrêmement glaciale, et à force d'être attaché, de tomber dans l'eau, d'être tiré, ça peut aussi nous casser certains membres si c'est fait vraiment de manière violente.
Une torture à présent qui est beaucoup plus moderne puisque celle-ci n'a pas pu exister au Moyen-Âge car il faut de l'électricité pour la faire. Il s'agit tout simplement de la torture par électrocution. On va donc utiliser des décharges pour infliger de la douleur à une personne. Elle est très souvent utilisée en interrogatoire pour avoir des informations et elle est très appréciée parce qu'elle ne laisse quasiment aucune trace. Pour l'utiliser, c'est assez simple. On va relier des électrodes à vos doigts et l'autre côté sera lié à un générateur ou à une prise. Il faut savoir qu'à peu près tous les organes vont y passer dans ce genre de torture, dans le sens où on peut les accrocher aux doigts, mais aussi au nez, aux lèvres, aux tétons, aux oreilles et même aux organes génitaux. L'intensité et la durée sont assez modulables, plus c'est long et plus c'est intense, plus ça fait mal. Il faut savoir qu'il y a une petite variante où on vous met aussi de l'eau sur le corps, où on vous immerge directement dans l'eau, ce qui est encore plus dangereux et qui est encore plus douloureux. D'habitude, se faire électrocuter, ça va nous faire avoir des contractions musculaires intenses, une sensation de brûlure dans tout le corps, avec des lésions cutanées sur la peau. Dans certains cas, ça peut même nous provoquer une paralysie provisoire parce que on est complètement sous le choc. Faut savoir que c'est quand même assez hard parce que ça peut vous endormir sur le coup, ça peut vous provoquer des arrêts cardiaques ou ça peut juste vous rendre paralysé à vie si vous avez la chance de vous en sortir vivant. Le strappado, qui n'est malheureusement pas un délicieux dessert italien, que aussi connu sous le nom de la suspension par les bras. C'est une méthode de torture qui est utilisée principalement au Moyen-Âge, on s'en doutait pas, et c'est une technique qui est apparemment extrêmement douloureuse. En fait, elle est tellement douloureuse qu'on va l'utiliser principalement pour poser des questions et avoir des informations que d'habitude on a les réponses qu'on attend. Le mécanisme il est assez complexe et j'avoue que j'ai eu besoin d'aller regarder plusieurs fois sur internet pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Mais en gros, il y a les mains de la victime qui sont attachées dans le dos et il y a une corde qui est reliée à une poulie ou à une poutre qui va soulever la victime par les poignets jusqu'à ce qu'elle soit suspendue dans les airs. Donc déjà, tu fais pas ça dans ton garage. Dans certains cas, on va laisser tomber la victime mais sans la faire toucher le sol. Donc on va arrêter la chute au dernier moment, ce qui peut littéralement vous disloquer plus ou moins tout. De temps en temps, quand la victime est en l'air, on peut aussi attacher des poids pour augmenter encore plus la lourdeur sur les épaules. Et c'est vraiment l'étirement forcé des tendons et des muscles qui provoque cette douleur absolument ignoble dans tout le torse. Une conséquence assez fréquente de cette torture, c'est la dislocation des épaules qui est aussi très douloureux, mais on a aussi des déchirures musculaires et nerveuses qui sont permanentes et aussi possiblement une fracture du dos ou des os. Donc vraiment quand on ressort de ce genre de truc, on est incapable de se tenir debout. Comme d'habitude, c'est une humiliation publique, donc les gens vous regardent, mais surtout c'était utilisé pour avoir des aveux parce qu'apparemment on tient pas 2 minutes avant de dire la vérité. La garrotte est un instrument de torture et d'exécution, donc il est létal, et il consiste tout simplement à étrangler une personne avec une corde qu'on appelait la garrotte. En gros, c'est un fil de fer ou un espèce de dispositif de serrage qui est largement utilisé dans différentes cultures et à différentes périodes historiques, tant pour la torture que pour les exécutions capitales. Donc il y a déjà quand même du niveau, et je pense même que c'est l'ancêtre de la mort par pendaison. Oui, je m'avance complètement. La garrotte peut prendre plusieurs formes, mais elle est souvent représentée par un dispositif fixe comme une chaise avec un mécanisme de serrage ou une simple corde enroulée autour du cou de la victime. Vous vous en doutez, mais la corde autour du cou va provoquer vraiment une pression très douloureuse qui va surtout empêcher la personne de respirer. C'est donc une mort par asphyxie. Mais il faut savoir que la compression des voies respiratoires, surtout si on y met derrière des poids pour encore plus tirer la personne vers le bas, ça peut vraiment devenir très douloureux très vite. Donc certes, on meurt d'asphyxie, mais on a aussi une énorme torture au niveau de la douleur des voies respiratoires et du cou. Mais aussi au niveau des cervicales, ce qui peut vous tuer sur le coup. Faut savoir que la garrotte elle a été utilisée comme méthode d'exécution officielle en Espagne, donc ça veut dire que légalement tu avais le droit de passer sur la garrotte et on te tuait de cette manière, ce qui revient en gros à une pendaison. Et le dernier de la liste de la partie 3, c'est le water cure. En gros, ça veut dire la cure par l'eau, et figurez-vous que ça n'a rien à voir avec une cure. Cette méthode de torture est plutôt simple, on va faire boire énormément d'eau à quelqu'un. Je sais pas si vous le saviez, mais boire trop d'eau peut littéralement vous noyer. Vous pouvez même vous noyer dans votre propre eau que vous ingérez à force d'en boire de grandes quantités. Pour le coup, dans cette utilisation-là, c'est plutôt dans le sens où la personne elle était sur le dos et qu'on la forçait avec un entonnoir à boire de l'eau. Le problème, c'est que comme la personne était allongée et qu'on mettait une grande quantité d'eau d'un coup, ça provoquait une sensation de noyade qui était extrêmement désagréable. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, et j'en sais quelque chose parce que je l'ai déjà vécu une fois, la sensation de noyade c'est vraiment pas très drôle. Et dans notre cas, ça peut provoquer des vomissements, mais aussi un choc et des douleurs thoraciques et même dans certains cas, la mort. Et les amis, on a fini avec cette partie numéro 3. On arrive donc dans la partie numéro 4. Bravo. Vous suivez, c'est bien. La partie numéro 4, elle est assez simple. Ça va provoquer la mort. C'est quasiment sûr, si ça provoque pas la mort, c'est t'as eu de la chance. Et on commence avec l'une des plus connues, la crucifixion.
Faut savoir, peut-être je suis débile, mais quand j'étais plus jeune, je pensais que la crucifixion c'était juste pour montrer la personne avant qu'elle soit tuée. Genre c'était une façon de l'humilier. Mais je sais pas que la crucifixion c'était vraiment un gros châtiment et que c'est extrêmement douloureux en fait. La crucifixion, qui est donc la méthode d'exécution de Jésus-Christ, est une méthode d'exécution où l'on attache les pieds et les mains d'une personne à une croix et on la laisse tout simplement mourir. C'est une forme d'exécution qui était très largement utilisée durant l'Antiquité romaine et il faut savoir que ça provoque des souffrances physiques absolument horribles. Premièrement, il faut savoir que vous êtes obligé de porter la croix avec vous jusqu'au lieu d'exécution. Ensuite, vous êtes cloué, donc vos mains et vos pieds ou alors vos poignets sont percés avec un clou qui traverse le bois aussi, donc qui vous accroche à la croix. Et la position dans laquelle vous êtes est absolument douloureuse parce qu'en fait c'est très compliqué de respirer quand la cage thoracique se comprime sur elle-même du fait de la position et c'est donc une asphyxie progressive qui a lieu. Ce qui est absolument horrible là-dedans, c'est que quand vous essayez de vous remettre droit, donc de vous tenir, vous êtes obligé de vous tenir avec vos mains, sauf que vos mains elles sont clouées, donc vous avez une souffrance horrible parce que vous devez tirer sur vos poignets qui sont littéralement transpercés et du coup quand vous avez trop mal vous lâchez, ce qui veut dire que votre cage thoracique s'effondre sur elle-même et vous commencez à vous asphyxier. Et du coup ça prend des jours et des jours pour mourir sur la croix. La souffrance elle est absolument ignoble, elle dure extrêmement longtemps et c'est vraiment une espèce de bataille entre la souffrance de se tenir avec les mains et les pieds accrochés et le lâcher prise qui vous tue petit à petit en vous asphyxiant. Et de toute façon si vous arrivez à tenir assez longtemps vous allez mourir de déshydratation, donc dans tous les cas vous êtes condamné. Le bœuf de bronze ou le brazen bull est aussi très connu, c'est d'ailleurs une des méthodes les plus connues je pense, qui est du coup un ancien dispositif de torture et d'exécution qui est quand même conçu pour infliger des souffrances absolument extrêmes. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une espèce de taureau où vous êtes mis à l'intérieur, on chauffe du bois en dessous pour vous faire suffoquer à l'intérieur et lorsque vous criez, le son de votre cri qui sort du taureau fait le bruit d'un taureau. C'est une méthode qui était vachement utilisée durant la Grèce antique et vous allez voir qu'il y a quelques légendes autour de cette torture. Il faut savoir que ce qui tuait vraiment la personne, c'était le fait que le métal était brûlé à vif et donc que la personne à l'intérieur mourait soit d'asphyxie, soit vraiment juste de brûlure à cause du métal qui chauffait de plus en plus. Ce qui est assez intéressant, c'est quand même que le système acoustique du buffle avait été travaillé pour que les cris de douleur et de souffrance de la personne puissent ressortir comme le son d'un taureau qui meugle. Ce qui du coup apportait une note un peu dérisoire et humoristique qui était franchement assez maniaque. La chaleur des flammes provoquait des brûlures absolument horribles et souvent mortelles. Et pour ceux qui ne le savaient pas, apparemment le taureau est souvent attribué à Phalaris qui était un tyran de Sicile à l'époque et qui avait du coup demandé à quelqu'un de lui faire une nouvelle méthode d'exécution et son inventeur qui s'appellerait Périos et qui du coup à l'origine du bœuf de bronze serait apparemment allé dans le bœuf pour lui montrer le bruit que le bœuf ferait si on crierait à l'intérieur et le tyran Phalaris aurait apparemment fermé le bœuf, aurait allumé un feu et aurait tué le propre inventeur du bœuf de bronze à l'intérieur de sa propre invention. Néanmoins, si ça peut vous rassurer, apparemment c'est très rapide, genre on meurt vraiment en quelques minutes. La chaise de fer est une autre méthode d'exécution et de torture qui a été souvent utilisée au Moyen-Âge. La douleur intense est souvent liée à la pression ou à la chaleur. La chaise de fer est généralement constituée d'une structure en métal, souvent entièrement recouverte de fer, avec des barres ou des pointes internes. La victime est forcée de s'asseoir sur la chaise, qui peut être chauffée à des températures très élevées. Dans certaines variantes, des pointes sont ajoutées à l'intérieur de la chaise, ce qui provoque des blessures profondes à la victime, tout en limitant ses mouvements. C'est très souvent utilisé comme une méthode d'interrogatoire ou pour infliger des dommages extrêmes à quelqu'un très rapidement. Les brûlures dues à la chaleur sont extrêmes et forcément très douloureuses. Et évidemment, faut pas oublier qu'il y a des pointes sur la chaise qui peuvent directement percer la chair et les muscles, ce qui est aussi horrible. Faut savoir que apparemment c'est pas si horrible que ça, dans le sens où c'est pas celle qui a fait le plus de dégâts et qui est la plus douloureuse. En fait tout dépend de si on veut que tu décèdes ou pas. Soit on te laisse dessus jusqu'à ce que tu brûles et tu meurs, soit on te fait souffrir quelques secondes et ensuite on t'enlève et du coup tu es vivant. Mais pour le coup c'est quand même une méthode de torture qui est absolument mortelle. L'écrasement est une méthode de torture qui a été beaucoup utilisée à travers l'histoire et elle consiste naturellement à exercer une pression immense sur le corps de quelqu'un jusqu'à l'écraser. Il y a diverses manières et façons de faire l'écrasement, soit c'est en mettant des pierres ou des objets très lourds sur quelqu'un pour lui casser un os ou une jambe, soit en l'écrasant directement entre des surfaces, par exemple en la plaçant entre deux morceaux de métal et en rapprochant les morceaux de métal avec un mécanisme jusqu'à ce que la personne soit réduite en bouillie. C'est apparemment une des douleurs les plus extrêmes qu'on puisse ressentir
sortir dans le classement, et c'est très souvent utilisé pour punir ou pour poser des questions ou pour interroger des victimes. Souvent, ce qui est le plus douloureux, c'est les fractures osseuses et les lésions internes des muscles qui sont littéralement réduits en bouillie en quelques secondes, et en fonction d'où c'est fait, ça peut vous tuer ou pas. Souvent, c'est la douleur qui vous tue si vraiment c'est fait pendant trop longtemps, ou si simplement on vous brise la cage thoracique ou la tête, là vous mourrez sur le coup. L'écorchage est une méthode de torture particulièrement cruelle parce qu'elle consiste à retirer la peau d'un individu très lentement, lamelle par lamelle, pendant très longtemps. Le genre de truc qu'on adore. Encore une fois, l'utilisation est plutôt simple. On accroche une victime pour pas qu'elle bouge. On fait une incision assez précise à une partie du corps. Très souvent, on commençait par le visage. Et la peau est ensuite délicatement et lentement retirée à la main. Ça peut provoquer des chocs traumatiques et des douleurs absolument inhumaine. Et encore une fois, c'était réservé que aux crimes très graves ou pour tirer des informations. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on enlève la peau, ça saigne, ce qui fait que si la victime se retrouve sans peau, elle va saigner énormément et donc la mort, elle est vraiment pas très loin. À vrai dire, même si la personne survit, normalement avec les infections et vu comment c'est fait, elle va mourir dans les prochains jours. Donc c'était une méthode qui était vraiment létale. La lapidation, encore une fois, une torture que j'aurais pas pensé mettre aussi bas dans le classement, mais apparemment c'est vrai que c'est une des pires manières de mourir. La lapidation est donc une technique de mise à mort qui consiste à jeter des pierres sur quelqu'un qui est immobilisé, qui ne peut pas se défendre. Faut savoir que c'est l'une des plus anciennes formes d'exécution et de mise à mort documentées de l'histoire. La personne est souvent immobilisée ou confinée quelque part où elle peut pas bouger du coup. D'habitude, on enterre la personne jusqu'à la taille, et ensuite des membres de la communauté ramassent des pierres et lui lancent des pierres dessus. Les pierres sont souvent choisies pour être très lourdes ou tailladentes, donc ça fait très vite des dégâts. C'est vraiment utilisé pour des condamnations très graves comme par exemple l'adultère ou la sorcellerie. Et ce qui est fou, c'est qu'avec la lapidation, on peut mourir de tout et de rien. Dans le sens où on peut mourir des blessures, d'un choc à la tête, des lésions internes ou externes, d'une hémorragie, de traumatisme crânien, de contusion. Vraiment, tu peux mourir de peu importe ce qui va arriver en premier en fait. La lapidation, elle a aussi un aspect très religieux puisque on la voit dans la charia à certains moments, mais aussi dans l'Ancien Testament. Et c'est très souvent relié au crime de l'adultère. La roue de la mort, aussi connue sous le nom de roue de la Brie, est un instrument de torture et d'exécution dont la naissance remonte au Moyen-Âge. Cette méthode consiste à infliger des souffrances intenses en brisant les os de la victime, souvent en public, dans le but d'exécuter des criminels jugés coupables de crimes très graves. La victime elle est attachée sur une grande roue en bois, souvent à plat ou avec le corps plié, et ses membres y sont généralement étendus le long des rayons de la roue. L'exécuteur va ensuite utiliser un instrument lourd comme un bâton ou une barre de fer et frapper les membres de la victime, ce qui va provoquer des fractures et des douleurs intenses. Dans certains cas très roses, la victime est parfois laissée avec ses membres complètement cassés et en fait on la laisse souffrir et mourir de douleur sur la roue, ce qui peut durer des heures voire des jours. Il faut savoir que encore une fois c'est utilisé pour des crimes très graves genre le viol, la trahison ou l'adultère et qu'en réalité c'était plus fait pour intimider réellement la population que vraiment pour torturer à chaque fois tout le monde. On meurt très souvent sur la roue, notamment à cause des souffrances, des fractures, mais aussi à cause des saignements importants qui causent des hémorragies ou juste la souffrance sur plusieurs jours qui est insoutenable. La Vierge de Fer est une autre manière d'exécuter au Moyen-Âge, mais je tiens à dire quand même, apparemment, on n'est pas tous d'accord sur le fait que ça a réellement existé et qu'on a réellement tué un paquet de personnes avec. La Vierge de Fer, elle est généralement représentée comme une grande boîte ou un sarcophage en métal doté de clous ou de pointes à l'intérieur. Et vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. Les pointes, elles sont conçues pour percer la chair de la victime sans nécessairement provoquer une mort immédiate, et l'appareil il s'ouvre par un côté qui permet d'y insérer la victime, puis se referme et enfonce les pointes dans le corps. En fait, ce qui est un peu horrible avec cette technique, c'est que oui, ça va provoquer des lésions et ça va rentrer dans la peau, mais ça va aussi rentrer dans les muscles, dans les oreilles, dans le crâne, dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. Donc ça rentre vraiment de partout et c'est vraiment ce truc là de rentrer partout dans le visage qui est assez douloureux. Évidemment, la victime ne meurt pas tout de suite, donc on va la laisser ou soit se vider de son sang ou soit juste mourir de lésions ou de souffrance pendant plusieurs jours à l'intérieur. La Vierge de Fer est souvent utilisée comme une méthode de torture pour obtenir des aveux ou comme une forme de punition pour des crimes très graves. Bien qu'on ait des preuves que ça a déjà été utilisé, on pense quand même que c'était vraiment à de très rares occasions, que c'était pas vraiment le truc que tu sortais à chaque fin de mois. Et il y a même certaines personnes qui pensent que ça n'a jamais vraiment été utilisé et que c'était plus un objet de propagande que réellement une méthode de torture.
Les chaussures de ciment sont une méthode d'exécution qui pour le coup est assez moderne, hein. C'est plutôt relié à des gangs ou à de la mafia. Et en gros on va mettre du ciment dans les chaussures de quelqu'un et obliger la personne à marcher avec. Évidemment c'est pas le fait de marcher qui va la tuer, c'est plutôt le chemin pour aller quelque part qui va le tuer. Parce qu'en fait on va l'obliger à marcher au bord d'une falaise. Et ensuite on va pousser la personne et elle va couler au fond de peu importe où on la jette en fait, du lac ou du fleuve. Elles sont donc utilisées pour noyer la personne et l'empêcher de remonter à la surface. Encore une fois, il faut savoir que la noyade c'est une façon de mourir qui est quand même assez douloureuse parce que là en plus vous avez l'incapacité de fuir, vous pouvez vraiment rien faire, vous êtes sûr de mourir. Et en plus de ça, le fait d'avoir de l'eau qui rentre dans les poumons et de vous asphyxier, c'est vraiment pas agréable du tout. Et surtout c'est une exécution qui est assez discrète parce que à part d'aller au fond du lac et de raser vraiment le sol, c'est plus ou moins sûr qu'on ne vous retrouvera jamais. L'empalement est une des tortures qui pour moi à mon avis me fait le plus peur. Genre si un jour je devais mourir, j'aimerais vraiment pas être empalé. Comme pas mal d'entre vous en fait, j'ai l'impression. Faut savoir qu'elle est quand même particulièrement cruelle et évidemment elle consiste à transpercer un corps humain avec un bâton ou un morceau de fer. Et c'est malheureusement une technique assez abominable qui a vachement été utilisée au cours de l'histoire. On va souvent utiliser un long pieu pointu qui est évidemment taillé pour augmenter sa capacité à percer. La victime est généralement immobilisée pour l'empêcher de fuir ou de résister et le pieu est inséré dans le corps de la victime, souvent par l'anus, le vagin ou l'estomac, puis est souvent levé verticalement pour que la victime soit suspendue à la pointe. Faut savoir que c'est une méthode qui est assez longue parce qu'en fait le corps va glisser tout doucement sur le pieu. Au fur et à mesure que ça va traverser le corps, ça va défoncer tous les organes, ça va même finir potentiellement par ressortir par la gorge ou par la bouche. Ce qui veut dire qu'on peut survivre littéralement pendant des jours et des jours à souffrir le martyre en étant empalé petit à petit. Le walling ou la torture par mur est une torture que je n'aurais pas forcément imaginée, mais bon, on va quand même en parler un petit peu. Il s'agit tout simplement de la torture de frapper quelqu'un contre un mur. La méthode, elle est assez simple, hein. Vous prenez quelqu'un et vous lui frappez la tête contre un mur à répétition. C'est quand même assez désagréable de se faire éclater la gueule contre un mur, et à mon avis, si ça dure quelques minutes, ça peut vraiment devenir très dangereux. Ça va évidemment faire des dommages cérébraux, mais ça peut aussi vous défigurer, et c'est vrai que c'est une des techniques qui est une des plus mortelles, parce que si on le fait trop longtemps, c'est quasi sûr que ça va vous provoquer ou soit des traumatismes à vie ou soit littéralement la mort. La poire de l'angoisse est aussi une technique très connue et une technique médiévale, encore une fois, qui pour le coup est vraiment extrêmement douloureuse. C'est très souvent utilisé pour punir les criminels ou les hérétiques, et ça a souvent été utilisé par l'église. La poire de l'angoisse a généralement la forme d'une poire en métal qui peut être ouverte et se dilater. Elle est souvent dotée de pointes à l'intérieur, et l'appareil est conçu pour être inséré dans le corps de la victime par voie anale, vaginale ou buccale. Une fois insérée, la poire est ensuite élargie à l'aide d'un mécanisme de vis ou de levier qui provoque une douleur insupportable et des blessures internes très graves. L'expansion de la poire peut causer des déchirures dans les tissus corporels, entraînant des souffrances extrêmes et la mort. C'est une méthode qui est très souvent utilisée encore une fois pour obtenir des aveux ou pour tuer juste quelqu'un d'une manière horrible. Apparemment c'était vraiment très rare de s'en sortir parce qu'en fait la poire quand elle s'ouvre, elle dézingue absolument tout ce que vous avez à l'intérieur du corps, c'est en fait de la bouillie, donc c'est quasiment impossible de s'en sortir vivant en fait, donc vous étiez condamné. L'écraseur de tête, bon bah j'ai pas forcément envie de passer 20 ans là-dessus, vous faites écraser la tête et vous êtes mort. C'était utilisé souvent au Moyen-Âge. C'est bon, attends, pas sous de la gueule du monde, écraseur de tête. Les amis, on a à présent fini le niveau 4 et on arrive au niveau 5. Parce que oui, si vous l'avez peut-être oublié, mais il y a encore un niveau, là, on n'a pas fini. Hein. Là, on va vraiment passer aux trucs les plus barbares. Donc c'est vraiment, vous êtes sûr de mourir et en plus de ça, ça fait extrêmement souffrir ou c'est vraiment juste vous êtes traité comme de la barbaque. Rien à voir avec le film. Et on va donc commencer avec le kill hauling, qui s'appelle aussi en français le passage sous la quille. Faut savoir que c'est une méthode de torture qui est principalement utilisée sur les navires par les marins. Il s'agissait d'une pratique extrêmement violente qui punissait très souvent les pillages ou les mutineries. La victime était accrochée à une corde ou un gréement et jetée par-dessus le navire. Elle était ensuite traînée sous la coque du navire, souvent d'un côté à l'autre, en utilisant des poulies ou des cordes reliées au mât. Alors attention, ça devient un peu dégueu, genre c'était pas dégueu jusque là, mais il faut savoir que les coques des bateaux, surtout à l'époque, et je pense que encore maintenant, bah en fait c'est plein d'algues et de coquillages qui sont collés dessus en fait.
ce qui veut dire que lorsqu'on fait passer quelqu'un dessus et qu'on le fait tourner sur la coque, tous les coquillages, les algues et tout arrachent la peau et rentrent littéralement dans le corps. Putain, c'est horrible. En plus de ça, la personne est sous l'eau, ce qui veut dire qu'elle meurt aussi de noyade et d'asphyxie. Et il faut savoir que ça durait plusieurs minutes et que c'était répété plusieurs fois. Donc déjà, c'était très dur de survivre parce que vous passiez littéralement sous le bateau et donc vous étiez coupé par tous les coquillages et toutes les aspérités du bois. Et si vous ne mouriez pas, vous étiez gardé en vie dans un coin et vous étiez laissé à mourir d'infections horribles liées aux algues et aux coquillages que vous aviez dans le corps. Mais très souvent, vous alliez juste mourir soit d'hypothermie quand vous étiez ressorti parce que la mer était gelée, soit juste d'asphyxie ou de noyade. La torture par les rats est aussi une torture extrêmement connue qui est encore une fois vraiment pas très ragoûtante. Ah, pas très ragoûtante. Oh tiens. C'est une méthode de torture qui est particulièrement cruelle et qui consiste simplement à poser un seau avec un petit rat dedans. Jusque là, rien de compliqué. Sauf qu'on va ensuite chauffer le haut de ce seau, ce qui veut dire que le rat voulant partir de la source de chaleur va devoir creuser. Et du coup, il va creuser dans votre ventre et dans votre corps. Et oui, le rat creuse des tunnels absolument géniaux. Et là, il va le faire littéralement dans vos intestins. C'est une méthode qui évidemment est absolument ignoble puisque on sent vraiment le rat gratter et manger la peau, les intestins, les organes pour se creuser finalement un chemin dans notre corps. Et en plus de ça, si on était resté en vie par miracle, on va mourir d'infections horribles à cause du rat. C'était très souvent utilisé au Moyen-Âge et c'était utilisé pour avoir des informations ou des aveux. Faut savoir qu'il y a une petite variante à cette technique qui est de mettre de la nourriture sur le corps de la personne et du coup de se faire dévorer par des rats. Très souvent on mourait soit de douleurs insupportables, soit de maladies après, mais très souvent c'était surtout de douleurs ou juste de perforation d'organes vitaux. Le tong tireur, qui veut dire en français l'arracheur de langue, est encore une fois exactement ce que vous avez en tête, malheureusement. C'est un instrument de torture qui est utilisé pour arracher la langue de quelqu'un. Cette méthode est absolument brutale, et vous en doutez, mais elle est aussi extrêmement douloureuse. Elle était pratiquée pour punir les paroles ou les jugements de certaines personnes qui n'étaient pas jugées comme correctes. Le dispositif était plutôt simple, on ouvrait la bouche de la victime, on prenait une pince et on lui arrachait la langue. Il faut savoir qu'il y avait même un mécanisme qui existait à l'époque, on utilisait du coup des vis pour serrer la langue contre deux morceaux de plaques de métal, et une fois qu'on avait bien serré la langue et qu'on avait bien vissé les plaques de métal avec la langue, on arrachait le tout. L'objectif de cette torture était d'empêcher de blasphémer à nouveau. Néanmoins, la douleur est absolument extrême, les saignements sont vraiment très abondants, et après on a aussi des difficultés à manger, à respirer, et on a énormément de complications qui sont aussi dues aux infections. L'arrachage de langue était très courant au Moyen-Âge, et très souvent en fonction de ce que les gens mangeaient juste derrière, ils s'étaient de toute façon condamné. Le bambou sous l'ongle est une technique qui, juste le nom là, ça me fait le bout de papier qui me coupe le doigt là. Ça consistait à insérer du bambou affûté sous les ongles et infliger une douleur intense et extrême. Je sais pas pourquoi il a été mis là sur l'iceberg, parce qu'en fait on a un truc qui ressemble à peu près à ça déjà beaucoup plus haut, mais sachez qu'il y a une alternative qui existe avec du bambou qui est très finement taillé. Le lingshi, qui est aussi connu sous le nom de la mort par 1000 coupures, est une technique de torture et d'exécution chinoise qui pour le coup reprend la douleur du papier qui coupe le doigt. Il s'agissait d'un découpage lent qui était souvent utilisé en Chine impériale pour infliger des souffrances atroces et déshumanisantes sur une victime. Le condamné était attaché à un poteau ou une structure similaire pour limiter ses mouvements. L'exécuteur utilisait un couteau ou une lame pour découper progressivement des morceaux de chair du corps de la victime, commençant d'abord par des zones pas du tout vitales comme le torse ou les jambes pour être bien sûr qu'il souffre. Ce n'était pas seulement une punition physique, mais c'était aussi une forme d'humiliation en conférant une mort lente et dégradante pour la personne. Lorsque la victime ne pouvait plus endurer ou lorsque l'exécution avait atteint une étape finale, comme par exemple couper toute la peau, une coupure mortelle comme un coup de grâce au cœur ou à la gorge était infligée pour abréger la vie de la personne. Encore une fois, ça ressemble effectivement à la torture de se faire arracher la première peau, sauf que là c'est pas juste la première peau, c'est vraiment on vous coupe et il n'y a plus rien à part vos os et votre muscle. Faut savoir que le lingshi a officiellement été aboli en 1905, c'était il y a pas longtemps, hein. Ce qui veut dire que jusqu'en 1905 en Chine il était légal de torturer de cette manière quelqu'un et de le tuer.
La torture du bambou. Encore une fois, ce bambou, il faut qu'il arrête de venir. Le bambou, je supporte plus là. Vous allez voir que c'est une technique de torture qu'on n'a pas forcément encore eu, qui repose sur le fait que le bambou a une croissance assez rapide. Genre des fois, il peut prendre 3 cm par heure. On va donc placer un bourgeon ou un jeune bambou sous une victime immobilisée et on va laisser les heures et les jours passer jusqu'à ce que le bambou pousse littéralement dans le corps de la victime. Ça va évidemment pénétrer très lentement les tissus, la peau, les os, les muscles, les organes et en fait la personne va ne faire qu'un avec le bambou qui pousse. Surtout que derrière ce qui nous tuait c'était vraiment la perforation des organes, voire les infections avec le bambou qui entrait finalement dans le corps et qui provoquait des maladies absolument terribles. Si ça peut un petit peu vous rassurer, il y a certaines personnes qui pensent que ce n'était pas vraiment une torture et que c'est juste une idée qu'on avait évoquée histoire de faire peur aux gens mais que ça n'a jamais vraiment été utilisé. Ce qui est vraiment très horrible dans ce cas-là, c'est vraiment que c'est très très long et que putain mais on ne fait plus qu'un avec un arbre, il y a un arbre qui pousse dans vous. Le scaphisme, aussi connu sous le nom du supplice du bateau, super on retourne en mer, est une méthode de torture qui est extrêmement cruelle et assez originale. C'est une technique qui vise à infliger la mort de façon lente et atroce par exposition aux insectes, déshydratation, infection et dévoration par les animaux. Donc comme je vous le disais, très original. La victime est attachée nue entre deux moitiés de bateau ou placée dans un tronc d'arbre évidé, ne laissant que la tête, les mains et les pieds exposés. On lui administre alors une grande quantité de lait et de miel, souvent de force, jusqu'à provoquer une diarrhée. La victime est ensuite exposée au soleil, généralement sur un étang ou une zone marécageuse, et le corps enduit lui aussi de miel attire les insectes comme les mouches, les guêpes ou les fourmis. Et là, c'est là que ça devient assez sympa quoi. Les excréments dus à la diarrhée de la victime qui du coup sont sur son corps, hein, puisqu'elle s'est fait caca sur elle-même, ça va provoquer l'apparition d'insectes et de mouches qui vont commencer à lui dévorer des petits bouts de peau quoi. Les insectes et les larves se nourrissant des tissus corporels vont commencer à pondre dans son corps, pénétrant ensuite les plaies et tous ses orifices. Très souvent on mourrait de plusieurs trucs en même temps, hein, soit de déshydratation, soit par infection, soit parce qu'on était dévoré par une bête ou qu'on avait des maladies dues au fait qu'il y avait littéralement des insectes qui pondaient des œufs dans notre corps. Apparemment ce qui était quand même le plus douloureux c'était les petites morsures des insectes répétées toute la journée sans arrêt et le fait de sentir que son corps est littéralement mangé petit bout par petit bout par des petits insectes ou par des petites larves. Encore une fois, les plaies avec les matières fécales ça fait pas de très bon ménage et on avait très souvent des infections qui tuaient en quelques jours. Un des trucs qui je pense me fait le plus flipper avec le fait qu'il y ait des larves qui pondent dans ton corps, c'est tout simplement que le corps pourrit dans son propre excrément et qu'on ait encore en vie pendant que le corps pourrit, qui je trouve est un des trucs les plus cruels possibles. Le Judas Cradle ou le berceau de Judas est encore une fois une méthode de torture et d'exécution qui servait souvent dans le Moyen-Âge à tirer des informations. Il s'agissait d'une structure en forme de pyramide qui était souvent faite de bois et qui avait une pointe très acérée, très aiguisée en métal. La victime était mise à nu et on enfonçait dans son anus la pointe de la pyramide ou parfois pour les femmes le vagin. On utilisait ensuite des chaînes qui étaient reliées à des pierres pour enfoncer la pyramide dans le corps de la personne. Très souvent une bonne partie de la pyramide était rentrée dans le corps par force, mais ensuite c'était juste la gravité qui faisait son travail et qui faisait que la personne était littéralement écartelée parce que la pyramide c'est quand même vachement gros hein. Et là ça me fait un peu chier de vous le dire les amis mais c'était quand même vachement utilisé hein. C'est pas non plus le truc le plus populaire mais en vrai ça a été utilisé. On sait qu'il y a eu des utilisations du Judas Cradle à certains moments de l'époque médiévale quoi. La récolte forcée d'organes est considérée apparemment sur l'iceberg comme une torture. Et encore une fois, on va aller très très vite parce qu'il s'agit simplement de prélever des organes à quelqu'un. Évidemment, ça peut être fait pour la faire souffrir, mais ça peut aussi être fait juste pour des besoins monétaires. Comme par exemple, vendre les organes de quelqu'un ou utiliser des organes pour faire une transplantation, mais de manière illégale. En termes d'organes et de manière de faire, je vous laisse imaginer, hein, vous coupez, vous enlevez à la main ce que vous voulez. En vrai, il n'y a pas trop de mode d'emploi là-dessus. Hein. Évidemment, les douleurs sont extrêmes et le décès est imminent, hein. C'est juste de savoir qu'est-ce qui va vous tuer en premier, est-ce que c'est de vous enlever les poumons, le cœur ou le foie.
Le Ponea Culei est une méthode de torture et d'exécution de la Rome antique, donc très ancienne, qui était réservée pour la condamnation des gens coupables du meurtre de parricide, c'est-à-dire d'un proche parent, en particulier du père ou de la mère de la personne. Et donc si vous aviez tué votre papa ou votre maman à l'époque, vous pouviez être victime de ce châtiment. La Ponea Culei consistait à enfermer le coupable dans un grand sac en cuir, souvent avec un certain nombre d'animaux vivants à l'intérieur, comme par exemple des serpents, des singes ou des chiens. Le sac était ensuite scellé et jeté à la mer ou dans un fleuve, condamnant ainsi le coupable à une mort lente et horrible, puisqu'il mourrait dévoré par les animaux qui essayaient de ne pas mourir, ce qui veut dire que la personne mourrait à la fois de souffrance causée par les animaux qui étaient enfermés avec lui dans le sac, mais en même temps il était noyé puisqu'il coulait, puisqu'il était dans l'eau. Évidemment à l'époque, faut savoir que c'était vraiment considéré comme le châtiment ultime, genre c'était vraiment pas courant du tout. Et c'est comme ça les amis qu'on termine cette première vidéo de l'année, qui était du coup l'iceberg des tortures et exécutions. Je vous avoue que cette vidéo elle a été très compliquée à tourner, déjà parce que j'ai changé un petit peu le setup, donc pour le mettre en place ça a été une horreur, mais surtout que je traîne un peu une grippe et un mal de gorge et ça fait genre 3 heures que je tourne. Néanmoins je vous avoue que j'étais pas dans la meilleure forme possible, donc je suis désolé si ça s'est un petit peu senti au travers de la vidéo. Je vous souhaite encore une fois une bonne année et une bonne santé. Merci encore une fois à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo. Sachez que vous avez 14 jours d'essai gratuit directement avec le lien en description. Ça nous aide vraiment à avancer, surtout pour une petite chaîne comme la mienne. Alors surtout n'hésitez pas à aller tester leurs fonctionnalités. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Juliano. Ciao. Oh la vache putain. Oh j'ai super mal à la gorge, c'est horrible. Il faut un strepsil. Il me faut un strepsil.